Alors, il est 14h58, donc on a dit qu'on allait jusqu'à 17h aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de pause, a priori, comme la dernière fois, mais on prendra un bon verre après, entre nous, dans le café d'en face. Donc voilà, on a tout le temps nécessaire pour avoir non seulement un bel exposé de ta part, j'imagine, et surtout une discussion. Super. Donc on va rentrer en matière. Et alors, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment de la pensée des Rancière, et c'est cette sorte de redéfinition qu'il fait de l'esthétique. Donc c'est comme un premier point qu'on va aborder. Ensuite, on va justement voir en quoi ça consiste, ces dimensions de politique et l'esthétique. Dans un troisième moment, on verra aussi en quoi consiste la question de l'art critique. Et finalement, cette idée de spectateur émancipé. Tout simplement pour se mettre dans un même niveau de discussion. Et ensuite, on va justement établir quelques points de relation par rapport aux pratiques artistiques de l'art artistique. Voir si c'est là vraiment possible, je crois que oui, forcément. Et finalement, donc, on verra les exemples dont je vous ai parlé au départ. Donc pour l'esthétique, il avait presque un consensus dans les années, fin des années 80-90, que l'esthétique, si elle servait presque pas à rien, elle était carrément dans son autre schéma par rapport à la pratique artistique. Il y a deux textes qui ont été publiés aux alentours de 97. Le premier, c'était un texte publié dans la revue critique de Schiffer, Jean-Marie Schiffer, 1997. Et Schiffer, dans ce texte qui s'appelait L'effet anthropologique de l'esthétique, c'est ça, la relation esthétique comme fait anthropologique, excusez-moi. Donc c'est un texte dans lequel Schiffer, avec une influence notamment anglo-saxonne, plutôt une philosophie analytique, il insiste que s'il y a un discours vraiment qui doit nous montrer l'essentiel des pratiques artistiques, c'est seulement issu de la philosophie de l'art. L'esthétique, aujourd'hui, disait lui à cette époque, et elle se trompe au moment de son objet de travail. L'esthétique, elle est tombée dans une sorte de spéculation idéaliste, et par autant, il ne nous raconte pas vraiment l'essentiel des pratiques artistiques. Donc, premier point. Et presque au même moment, une année après, Alain Badiou, connu aussi pour vous, Alain Badiou, il publie carrément un texte ou un traité qui s'appelle Petit manuel d'inesthétique. Donc sa position est claire même avec les titres. Il se positionne face à l'esthétique, contre l'esthétique, et il dit vraiment que dans un certain courant néoplatonicien, disons que voilà, le seul discours possible ou acceptable aujourd'hui, c'était celui qui venait exactement de la philosophie pure. Donc l'esthétique aussi, à nouveau, elle est mal barrée, elle reste vraiment dans un deuxième point. On ne peut rien tirer vraiment d'intéressant là-dedans, du discours esthétique. Ces deux textes, ils sont issus aussi dans une discussion très importante dans ces années-là, surtout sur la pertinence de l'art contemporain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en France et aux États-Unis, même en Amérique latine, on commençait à discuter beaucoup sur la pertinence de l'art contemporain, et une certaine distance qui prenait des courants modernes, et il avait une grosse influence d'une condition aussi postmoderne. Comme Lyotard, il avait pour beaucoup aussi contribué à ce distancement, à cette constitution de cette nouvelle condition de l'art contemporain, et de la condition de la postmodernité. Aujourd'hui, on en parle presque plus de la postmodernité, heureusement je crois, et on parle plutôt du contemporain, tout court. Donc après de se créer un grand débat autour de la question du contemporain, qu'est-ce que ça veut dire, si les artistes aujourd'hui vraiment sont inscrits dans cette question du courant contemporain, et il commence à surgir à nouveau cette idée de la condition du politique. On avait pensé pendant très longtemps, surtout dans les discours qui viennent de l'esthétique et la philosophie politique, que
politique, c'était simplement une condition de la modernité. Et c'était la fin des grands discours politiques avec la chute du mur de Berlin dans les années 80, la fin des années 80. Et ça nous a fait rentrer justement dans une sorte, c'est les mots de Rancière que je reprends, une sorte de relativisme politique. Ce qui va nommer plus tard la apolitique du politique. C'est-à-dire une condition du politique, mais une condition où le politique est chassé justement de l'essentiel de la politique. C'est-à-dire qu'on parle d'une sorte de consensus, on essaye vraiment de tous être d'accord tout le temps, mais on a chassé du corps de la politique les dissensus. Si, la mésentente, c'est ça ce qu'on dit, la mésentente, les dissensus, les conflits dialogal, disons, qui est à l'essentiel de la condition politique. Donc on cherche par tous les moyens d'être tous d'accord, et justement c'est ça, paradoxalement, qui nous a mené dans une sorte de condition de la politique. Dans le domaine de l'art, on a assisté aussi à une sorte de retour nostalgique de certains avant-gardes du siècle, hein, mais paradoxalement dépourvus de toute condition de politique. Vous vous souvenez, les avant-gardes du XXe siècle, ils étaient toutes vraiment imprégnés de cette condition de la politique. Le surréalisme, le dadaïsme, le futurisme même, et même si on n'était pas trop d'accord avec son lien avec le fascisme italien, mais il avait quand même tous les avant-gardes, le suprématisme russe, tous ils étaient liés carrément avec une certaine idée de la politique. Dans ces années-là, bien sûr, on s'approchait à la fin du siècle. Toute fin du siècle, il laisse penser un changement énorme, un renouveau, disons, des pratiques artistiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ces mêmes moments, Rancière, il commence justement à tirer des conclusions, plutôt des conclusions, à ouvrir un chemin, et à partir de sa propre expérience, en tant que philosophe, collègue de philosophes qui viennent de nommer, mais aussi et comme héritier aussi d'une certaine tradition, et commencer à penser si vraiment cette idée de la politique, il a un sens dans la contemporanéité. Alors bien sûr, il trouve que ça existe un sens, et lesquels, on verra ça un peu plus tard, mais un fait historique qu'il faut nommer aussi, qui fait partie de cette crise où justement on essaye pas de chercher les politiques, mais plus à penser à ça. C'est la guerre du Golfe des années 90, au début des années 90, et après, en commençant les siècles, c'est le tour du World Trade Center à New York. Donc deux faits historiques assez fortes, qui notamment ça change beaucoup, énormément, nos rapports aussi au monde, mais en même temps, nos rapports aussi au contact des images, à la réalité même. Je viens d'énoncer un mot qui est important, c'est la notion de réalité. La réalité, elle a été toujours un rapport à l'art. Ça, c'est une évidence. Ouais, mais je tiens à souligner ça, parce que justement, cette idée de la réalité, ça a donné la possibilité que l'art, il suit tous les tournants qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Surtout dans l'art moderne. Surréalisme, au-delà de la réalité, l'hyperréalisme, plus réel que le réel, le réalisme au socialisme, qui essaie de montrer un art lié à la société, les nouveaux réalistes, qui, si cher à Pierre Restani, dans les années 50, 60, 70, il parle à nouveau de cette idée de nouveau réalisme, mais cette fois-ci il y a une certaine matérialité. On se rappelle des travaux d'Armand, des compressions de César, des travaux aussi de Yves Klein, très matériels aussi, mais liés avec la spiritualité. C'est-à-dire il a une sorte de retour au réel. Ça c'est le titre d'ailleurs d'un beau texte que je recommande de Hal Foster et des théoriciens américains. Ce retour du réel, il revient tout le temps. C'est quelque chose qui est présent dans toute l'histoire de l'art, mais surtout de l'histoire de l'art du XXe siècle, c'est-à-dire de l'art moderne, même de la fin du XIXe, de l'art moderne, disons, et de l'art contemporain. Alors pourquoi le réel est présent? Pourquoi il est présent?
Et c'est là qu'on va comprendre, et vous savez comprendre pourquoi ça m'intéresse beaucoup, Jacques Rancière, c'est justement pour cette question de la réalité. Pour revenir à Rancière, l'esthétique, elle ne serait pas forcément une discipline d'ordre philosophique strictement, mais un régime de sensible. Ça, c'est très beau, cette définition. Un régime de sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Notamment l'esthétique, du point de vue de sa propre définition étymologique, elle parle du sensible, du large du sensible, qu'on a oublié, qu'on pense justement dans l'apogée du rationalisme au XVIIe siècle, avec Baumgarten et Kant, que simplement c'est une question intellectuelle qui essaye de rationaliser tout ce qui est sensible. Alors bien sûr, c'était quelque chose de très important à cette époque-là, mais l'esthétique, elle a à voir, curieusement, beaucoup avec la réalité. C'est ça qui est important, c'est ça les points qui m'intéressent, c'est ça les points qui soulignent aussi Jacques Rancière, c'est ça les points qui les lient aussi énormément à Susan Boomborgs. Susan Boomborgs, elle dit dans l'un de ses textes, qui écrit sur Walter Benjamin, elle dit justement l'esthétique, bon, je vais la citer seulement parce que c'est très beau sa définition, elle dit le champ original de l'esthétique n'est plus l'art, sinon la réalité. Donc, un autre point en commun, c'est-à-dire que l'esthétique, ça ne se réduit pas, ou ça ne se circonscrit pas aux pratiques artistiques, mais au contraire, elle dépasse le champ réduit de l'art pour toucher aussi la réalité. Cette définition, elle est très proche aussi de ton ami de Richard Schusterman, qui d'ailleurs il va venir aussi en Colombie avec toi au mois de janvier. Et peut-être même venir à Réflux en janvier, début janvier, ce serait bien. Ouais. Donc Schusterman, il a une définition de l'esthétique qui est très proche aussi. Il dit l'esthétique, elle est... je ne comprends pas que je dis ici. Dans ce texte-là, l'esthétique, l'esthétique de toute façon, chez Richard Schusterman, elle est aussi liée à la question du sensorium, c'est l'ensemble justement du vivant, et dans ce sens-là, elle est très proche à la vie, à l'existence. Donc, on pourrait dire aussi à la réalité. Donc, ici, c'est ce qu'on peut voir justement, c'est une sorte d'effacement d'une certaine frontière. Et voilà, l'art existe, mais dans un monde un peu réduit. L'esthétique, selon les termes dans lesquels Rancière avait la pensée, Susan Boomborgs et Richard Schusterman, c'est justement par rapport à la vie elle-même. Donc c'est ça ce qui m'intéresse. Et on va voir déjà un petit peu plus clair où on va. C'est-à-dire que l'art relationnel, si on peut le nommer comme ça, de l'artiste entrepreneur ou de l'art d'entreprise, justement, on n'arrive pas à voir quelle est la distance ou la différence entre la vie elle-même, la vie de tous les jours, la vie réelle, et la pratique artistique. Pourquoi on insiste par rapport à ça? Pour nous, peut-être c'est une évidence, mais l'art, depuis un bon moment, s'est détaché de la réalité elle-même. Elle la contemple tout le temps, mais on dirait qu'ils sont deux chemins parallèles, qui ne se touchent pas. Dans ces cas-là, ils commencent à se toucher. Ils sont vraiment l'un à l'autre, ils sont fondamentaux et essentiellement liés.